Very bike trip, take one. Comment retrouver les ressources de partir seul? Traverser l'Amérique profonde à vélo, sans assistance. Suivre les Rocheuses sur 4300 km en 31 jours avec un vélo de 40 kg. Stéphane m'a confié la lourde mais passionnante tâche de mettre en image sa traversée épique du Canada jusqu'au Mexique. Au début, je devais produire une sorte de diaporama avec des photos de voyage. Mais peu à peu, notre passion commune pour l'aventure à vélo et l'image nous a amenés à sortir ce film un peu décalé. C'est pour moi un de mes plus beaux projets vidéo où l'aventure humaine l'emporte sur la technologie. Nous espérons que vous allez vous laisser porter par notre passion. Là, je sors d'un très gros orage de grêle. Je prends cette vidéo, ça me fera un souvenir comme ça. Le genre de moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Qui a l'idée de venir ici? Alors c'est joli. Alors j'étais un peu dans le noir là-haut, en face là-bas. Mais bon, je faisais pas le malin quand même, hein, parce que la grêle, dans ce style de plaine, avec les collines, les montagnes autour là. Ces montagnes toujours pareil, on a l'impression que c'est un plateau. Enfin c'est un plateau, mais tout à l'heure j'avais une colline avec un glacier suspendu. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te projeter dans ce genre d'aventure en fait? Bon, mais ça, David, ça se fait progressivement, je pense, au fur et à mesure des années. Je me suis toujours filé des objectifs un petit peu, même depuis tout petit, tu vois, tout simplement, ça a commencé, je me rappelle, une idée comme ça, c'est à Saint-Lary, j'étais gamin, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 8, 9 ou 10 ans. J'étais chez ma grand-mère et je voyais le Pla d'Adé au-dessus et je me disais, tiens, je vais monter à vélo au Pla d'Adé tout seul. Voilà, je suis parti à vélo avec un vélo adulte et petit à petit, c'est vrai que je me suis toujours donné des objectifs comme ça, monter en puissance. Alors les États-Unis, là, cet objectif, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'autres. C'est sûr. Il y a eu d'autres aventures là-bas et. Je pense pas que tu partes aux États-Unis comme ça sur un coup de tête sans être préparé et sans te dire que ça devienne comme ça, l'idée de te dire que tu vas faire autant de kilomètres et de traverser un pays que tu connais pas en plus comme ça, d'entendre ton histoire, de ce que tu disais déjà, de partir de la vallée jusqu'au Pla d'Adé, c'est presque, quand t'es gamin, c'est une aventure quoi, déjà quasiment, ça part de là quoi. Et oui, quand t'es dans la cour de ta grand-mère, l'objectif d'attendre les crêpes qu'elle va faire et que là d'un coup tu te dis je vais sortir de la cour et monter au Pla d'Adé en vélo, c'est l'autre bout du monde quand t'es à cet âge-là. Imagine, tu vois, quand tu commences à vouloir faire du bikepacking, j'ai voulu m'y mettre, tu vois, par exemple, mais jamais je me suis dit, je partirais dans un autre pays faire directement un trip comme ça, tu vois. Comme là, tu me racontes ton histoire déjà quand t'étais petit, de partir faire du voyage à vélo et tout, mais quand t'as grandi, en fait, avec l'évolution de ton expérience en vélo, c'est quoi tes autres projets qui te sont venus après? Quelle a été ton évolution, en fait, à travers, je sais pas, le vélo, en fait, tout simplement? Mais le vélo, bon, moi je faisais du vélo j'avais fait un petit peu de BMX, mais aussi pas mal de vélo de route. Premier entraînement que je faisais pour une course, j'habitais sur Tarbes, sur le club de Juillan, je me rappelle, de route. Et alors je faisais des courses, mais je m'entraînais jamais. Et à une réunion du club, les potes ils disaient ouais, moi j'ai tant de kilomètres, tant de kilomètres, tant de kilomètres. Et moi j'avais 0. Du coup le lendemain je suis parti de Tarbes, direction Saint-Lary. Et j'étais voir ma grand-mère de nouveau. Et je suis reparti sans manger. Donc ça fait 120 km je pense. Tout jeune, ça faisait beaucoup quand même. Et ça emmenait à manger, j'étais tombé à moitié. Des mecs qui faisaient du chantier au bord de la route, là, c'est parce qu'il n'y avait pas l'autoroute. À la côte de Piétat, je crois, m'avait ramassé, j'étais oxy. Et après, un peu plus tard aussi dans la progression, dans les cyclosportives, il y avait un 87-88, j'avais 17-18 ans.
J'avais une dérogation parce que j'étais le plus jeune, je me rappelle. L'Isard Baramonte s'appelait. C'était une course qui faisait 204 km avec 4 cols. Donc on partait de Aubisque, Soulor, Tourmalet et on arrivait au Tacan. Et j'avais 17 ans, hein, j'étais le plus jeune. Ouais. Tu vois, voilà, j'étais déjà dans ces trucs un peu de plus en plus poussés, chercher les limites un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es dit, ouais, là, c'est bon, je pars aux États-Unis, je me fais ce voyage-là, ou alors est-ce que c'est une idée qui t'a encore un peu trotté dans la tête, où tu t'es posé quand même plusieurs fois la question, est-ce que je pars vraiment ou pas, tu vois, et quand est-ce que ça t'a vraiment pris, ce goût du départ, là, tu t'es dit, c'est bon, j'y vais, maintenant C'est pas une lubie qui arrive. Matin, pam, je vais traverser les États-Unis, ça vient. Même 6 mois, peut-être que je me suis dit, tiens, je vais traverser les États-Unis à vélo seul. Peut-être que. Mais il y a eu des événements qui ont préparé à ça, tu vois. Ouais, parce que c'est pas ta première expérience sur ce type de voyage. Et t'avais, comme tu l'expliques là, t'avais fait déjà plus des parcours à VTT en fait à l'époque. Sur les États-Unis, j'avais traversé 2018 le Colorado. Ok. Donc là, le Colorado Trail, c'était un chantier qui partait de Denver jusqu'à Durango, 800 km. C'est le réputé le plus dur au monde en fait, de par l'engagement. Donc là, c'était en VTT, hein, vraiment. Tout suspendu. C'est très grosse expérience aussi, pareil, autonomie, solitaire. Tu roules, tu as le Colorado Trail, il passe en 3000, 3005, 3008 d'altitude. Donc ça a été la première expérience aussi longue en bikepacking, aussi intense. Et d'ailleurs, dans cette traversée, j'ai rencontré un Américain, on s'est croisés, ça je me rappellerai, parce que souvent j'ai des projets qui partent comme ça sur un petit détail. Moi je descendais et ce gars montait, donc il était en gravel. On s'arrête, bon, c'est un endroit désert, donc tu rencontres quelqu'un, tu vois, on discute. Il me demande ce que je fais, moi je lui parle du Colorado Trail, et lui il me dit ouais, je fais la Great Divide Mountain Bike Route. Moi j'avais jamais... Enfin, à ce moment-là, c'est pas les mêmes objectifs. C'était américain, hein, donc en plusieurs étapes. Mais tu vois, cette discussion m'est restée. Ça a été, c'est pas ça qui a déclenché, mais j'ai gardé cette rencontre qui a été un petit peu un facteur décisif de plus, quoi. C'est le genre de voyage où il faut être prêt, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement même, parce que t'es parti tout seul en fait, le faire ça. T'es pas parti, t'as pas eu d'assistance, t'as eu personne, donc c'est sûr que tu pars pas du jour au lendemain comme ça sur un coup de tête. Alors pourquoi tout seul ? Il faut savoir quand même que j'aime partager les choses avec les gens, hein, que c'est une partie de mon métier quand même aussi, et que je me régale de faire des choses avec mes enfants. Mais là, je pense que ça serait purement égoïste d'amener quelqu'un, sachant que tu sais très bien que c'est loin d'être facile tous les jours. Et je pense que les gens qui partent à deux, inconsciemment, ils amènent quelqu'un plus pour se protéger eux-mêmes en cas de souci, que pour vraiment partager quelque chose. Donc bon, j'avais quand même un nombre de jours assez déterminé, je voulais le faire quand même un temps assez court. Donc trouver quelqu'un qui puisse le faire, qui soit disponible, qui ait à peu près le même niveau, qui ça match, ça fait beaucoup de facteurs mis bout à bout déjà pour trouver la personne. Et puis je pense que j'aurais limité, alors peut-être que je me trompe, un pourcentage de chance d'arriver à l'objectif en étant à deux, tout simplement. Quand tu es à deux, ce genre d'aventure, ce que tu fais inconsciemment, tu te reposes un peu sur l'autre, tu augmentes le risque d'accident, parce que tu n'es pas concentré forcément sur ce que tu fais. C'est tout ça le problème. Donc tu roules, il y a l'autre qui peut provoquer une chute, ou toi tu peux le faire tomber. Et tout seul, en fait, ça t'oblige à développer des compétences que tu ne vas pas forcément développer quand tu vas être à deux. Alors que là, non, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Là, tu progresses. Et en amont du projet, le fait que tu te dises je vais être tout seul, là tu prépares tout à fait différemment le projet aussi. Quand tu es vraiment il faut, c'est pas quand, il faut être concentré sur ce que tu fais. T'as pas sur 4000 km, si en plus tu es avec quelqu'un, tu prends un risque supplémentaire pour la personne qui est avec toi et toi-même. Alors après, à tout cas, évidemment, il faut, si tu as un accident, là ça peut être plus compliqué. Donc là aussi, c'est un travail en amont à réfléchir. La trousse de secours, tu la calcules bien. Voilà, et là, une fois de plus, tu ne peux compter que sur toi, quasiment. Bon, du coup, tu pars seul. Mais quels sont les moyens que tu as pu mettre en place, en fait, tout simplement, pour que tes amis, ta famille puissent rester en contact avec toi, ou quels sont les moyens que tu as utilisés, tout simplement, pour avoir un moyen de secours, vu que tu étais tout seul, qu'est-ce que tu avais, en fait, comme matériel, quoi ? Alors là,
Ce qui est important, c'est l'expérience, une fois de plus, c'est monter progressivement dans les objectifs. J'avais les traces sur un GPS, mais j'étais suivi sur le téléphone. Parce qu'il n'y avait pas le système que j'ai pris actuellement. Alors sur le téléphone, le problème, c'est que quand il n'y a plus l'accès Wi-Fi, j'étais plus suivi. Donc les gens qui me suivaient, qui me géolocalisaient grâce au téléphone, ben là, c'était mort. J'avais disparu de la carte pendant 4 jours. Ok. Voilà, donc ceux qui regardent le film se rappelleront de l'expérience. Là, je rigole, mais bon, je pense que à ce moment-là, c'était pas très rigolo. Donc là, j'avais toujours le téléphone, bien sûr, avec une trace sur le téléphone. Ouais. Mais j'avais ce GPS là qui est top, qui est vraiment. Alors là, j'avais tout le parcours bien plus détaillé, plus perfectionné qu'il y a 5-6 ans dessus. C'était très très clair. Et en plus, j'avais un traceur satellite. Donc ça, l'avantage de ça, là j'ai un bouton SOS, c'est relié à un centre de secours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a été, moralement, en fait, j'étais suivi par une vingtaine de personnes en gros. Sur une carte, c'est un fond de carte, point de source, voilà. Et j'étais, mais vraiment, j'ai toute ma trace d'ailleurs, voilà, toutes les 10 minutes, un point. Okay. Et les gens me voyaient, donc certains proches, des fois se réveillaient la nuit, regardaient. Ouais, ça permet qu'ils aient un suivi quand même de ton parcours assez précis, quoi. Alors ça rassurait les personnes qui me suivaient. Ils me voyaient avancer, donc c'était bon signe normalement. C'est sûr que si la balise elle reste 2 jours sur place, ils doivent commencer à se poser des questions. J'avais pas pris de jour de repos pratiquement. Ouais. Mais aussi, pour moi, c'était bien parce qu'en fait, je me sentais moins seul. Ça me motivait encore plus à avancer. Je me disais, mais tiens, ils me voient en train d'avancer sur la carte. Okay. À tel point que les nuits, il y avait des décalages horaires. C'est-à-dire que moi, quand je pédalais avec les parties de nuit en France, je savais que j'étais moins suivi et c'était plus dur. Ouais. Tu vois l'importance du truc. Tu t'attaches dans la solitude à des détails comme ça, parce que bon, après, ils n'allaient pas faire grand-chose. Si j'avais un problème, c'était surtout le bouton SOS à ce moment-là. Hein. Mais voilà, c'était un soutien moral quand même. Mais en fait, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu vas rencontrer comme problématique sur le parcours. Même les paysages, ils peuvent être complètement différents de ce que tu as pu t'imaginer en fait avant de partir. Et même si tu as déjà un aperçu du voyage, en fait, est-ce que ça a collé un peu ce genre de paysage à ce que tu t'es imaginé ou pas du tout ? Alors par rapport au Colorado Trail, une fois de plus, l'expérience précédente où c'était bien engagé techniquement, où je m'attendais, c'était réputé le plus dur au monde, Colorado Trail. Celui-là, c'est le plus long au monde, j'avais un peu sous-estimé la difficulté technique. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas, par exemple, à avoir des portions de portage. Un petit portage. T'as du défonce. La descente, c'était pareil. Je pensais que ça aurait été un peu plus roulant aujourd'hui, et bien non. C'est très beau. Je pense que je vais devoir changer de chaussures bientôt. Je savais qu'il y avait des endroits, j'avais vu des photos sur les groupes de Facebook, ça, mais je ne m'attendais pas à soit comme ça. Il y avait des grosses parties roulantes, mais des grosses parties aussi. Un col, le pass. Renault, je sais plus. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a un gros portage. Voilà, donc les Américains, ils connaissent pas les lacets, en fait. Où là, au niveau du vélo, il a fallu que je sois hyper vigilant. J'étais quand même sur un gravel, mais typé un peu plus cyclocross. Quand je suis arrivé sur place, premier jour, et je me suis dit que j'allais jamais arriver au bout, en fait. En fait, dans le temps, je me suis dit je vais y arriver, mais beaucoup plus de temps que prévu. C'était dans les 2 premiers jours, gros doute. En fait, au départ, moi, je m'étais dit, le truc dans ma préparation, je pars le matin 7-8 heures sur le vélo et j'arrête à 16h, 17h. Je m'étais dit, voilà, comme ça tu restes 2 heures, tu profites du jour 2 heures. Bon, ça, j'ai jamais pu le faire. Jamais pu le faire parce que je me suis dit, le vélo à 40 kg, 1400 km, je voulais le faire en une trentaine, 35 jours, 37 jours maximum. Quand j'ai vu que le terrain était très très loin d'être roulant, toute la Colombie-Britannique, le Montana, même le Wyoming. Des couleurs énorme. Toujours le Wyoming, bien sûr. Là, il y a des différences de couleurs. En plus, avec les nuages bien noirs, le soleil, le vert des pins, plus la piste claire.
c'est incroyable. Oui, ça te remet un peu en question en fait ce que tu t'étais projeté ou même préparé avant de partir en fait. Ouais, là, j'ai pris un peu de moral, puis j'ai dit, je me suis repris, je me suis dit, attends, bon, mais on va le faire, mais au lieu de m'arrêter à 16h, 17h et de respecter de façon académique les nuits, comme on conseille là-bas, c'est-à-dire qu'il y a le grizzly, il y a tout ça, donc il faut te mettre à tel endroit, mettre la bouffe dans les arbres ou dans des... Bon, ben, il a fallu que je pédale jusqu'à la nuit pratiquement tout le temps, depuis le matin, pour entrer dans les temps, quoi. Le temps de pédalage, je l'ai revu. Je suis resté dans le nombre de jours prévus. Mais il a fallu que je pédale toute la journée, quoi. Je suppose que quand tu pars là-bas, en plus, tu te prépares à avoir des animaux et de la végétation complètement différents de chez nous en France. Ça a été quoi un peu ton parcours pour te préparer à tout ça, sachant qu'aussi au Canada, il y a des ours aussi. Quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour t'attendre et te préparer à tout ça en fait? Par rapport au danger éventuel lié à la faune, là il y a une certaine idée de la chose, une certaine préparation aussi pour avoir été en montagne depuis tout petit, pour avoir croisé des animaux régulièrement. Et l'ours, je l'avais croisé aux États-Unis, j'avais discuté avec les Américains du danger potentiel. Et à côté de ça, donc je pars sur une idée moi, des risques qu'il y a eu, parce que pendant mon séjour il y a eu un décès de 2 personnes. Sur un endroit où j'avais dormi, une quinzaine de jours avant. On peut commencer par le pire, on va dire, dans cette zone, qui est Banff, c'est une des rares, il y a eu 2-3 endroits touristiques que j'ai croisés, c'était le point de départ, c'était un endroit touristique. Ouais. Et là, c'est le parc national d'Alberta. Alberta, que j'ai dormi début septembre, 15 jours après, un couple avec son chien se sont fait, ils ont retrouvé le couple agressé par un grizzly. Mais il y avait un chien. Parce que moi, quand j'ai appris ça, en fait, j'ai été bloqué par une tempête 15 jours après, dans l'Utah. Et j'avais trouvé un hôtel, donc accès internet. Et je regarde ça, je dis, putain, c'est pas vrai. Sorti des zones à ours, j'avais fait 2500 km en gros dans les zones à ours, je crois, 2000-2005. Et sur moi, je me suis dit, bon, est-ce que c'est toi qui es complètement inconscient parce que voilà, on voit les endroits, moi j'ai dormi là, j'ai dormi dans des endroits comme ça. Les meilleures nuits que j'ai passées, c'est sous la tente. La deuxième partie où j'ai dû dormir hors tente, c'est là où j'ai jamais dormi. Donc j'étais vraiment pas inquiet par rapport à ça. Mais c'est pas un problème de me dire t'es inconscient. Non, c'est pas. Pour moi, j'étais en sécurité là. Il y a pas de problème. Je me suis jamais senti. J'ai jamais été en danger là. Hein. Mais une fois de plus, voilà, tu respectes un minimum de logique, quoi. On parle aussi que tu dois te préparer physiquement et surtout mentalement à absorber autant de kilomètres avec autant de dénivelé sur un laps de temps assez court. Qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as préparé ton entraînement avant de partir? Alors ça, c'est au départ, c'est quand même une hygiène de vie. Ce genre de voyage, tu le prépares pas 1 an, 2 ans à l'avance. Je pense que c'est une hygiène de vie que tu as au départ, une activité sportive régulière, voire à certains moments intense. Déjà, au minimum, c'est ça. Après, moi, par rapport à l'entraînement physique, c'est beaucoup basé sur l'intensité. L'endurance, on l'a quand on fait du sport, c'est quelque chose qu'on a. Par contre, l'intensité, hyper important de travailler, que ce soit en renforcement musculaire, parce que le bikepacking, c'est des vélos, là, j'étais à 35 kg. Plus j'avais rajouté, j'étais pas loin des 40 à mon avis. Quand on se met dans le dur physiquement, on travaille aussi le psychique. Voilà, on développe des capacités en intensité qu'on ne développe pas forcément en endurance. 1 an avant le voyage, c'est sortir de la zone du confort. Tu arrives en fin de matinée, t'as faim, t'as envie de te mettre à table. Et là, c'est à ce moment-là que je vais m'entraîner, tu vois, par exemple. T'entraîner aussi, quelles que soient les conditions, ça va. Là, il faut y aller, en fait, au contraire. Il fait un temps pourri, il faut y aller, comme ça, tu testes le matériel, tu testes l'équipement, tu te mets vraiment en zone d'inconfort. Tu testes l'effort aussi quand il fait froid. Te mettre dans le dur, te préparer à ça en fait. Il faut se préparer même à plus dur que ce que tu vas avoir. Si tu n'as pas vécu à l'entraînement la situation où tu descends une piste bien caillouteuse, sous la flotte, limite neige, le froid qui peut, si t'es pas équipé, qui peut t'amener froid aux mains et tout, là ça va vite, ça dégénère vite la situation. Donc il faut vraiment la vivre à l'entraînement en amont. Ouais. Et du coup, comment t'as fait? Parce que ton timing était assez court, sachant que t'as eu ce phénomène aussi de météo qui t'a fait décaler tout ton parcours.
comment tu as réussi à réadapter en fait, parce que tu étais parti d'un point A à un point B. Oui. Comment tu as réussi à anticiper ça en fait et comment tu as réagi sur le moment tout simplement? Une idée, par exemple, sur le site de l'association dont on a parlé à un moment donné, le temps moyen pour faire la Great Divide Mountain Bike Route, c'est 3 mois. Il y aura des commentaires pour être dans des marges de sécurité, plus ou moins de confort. Voilà. Donc là, moi, je ne pouvais pas 3 mois, c'est impossible, par rapport à mon activité. Et puis, bon, de toute façon, après, octobre, c'est l'hiver là-bas. À Calgary, dès le mois d'octobre, tu as un mètre de neige dans les rues jusqu'au mois de mai. Donc voilà, j'avais, je te dis, 11 octobre, je sois rentré, en sachant que comme je finissais par le Nouveau-Mexique et tout, j'ai déjà moins de chances de prendre la neige. Mais la météo m'imposait de ne pas traîner, quoi. Et quand tu arrives un peu au bout de toute cette préparation et que tu as réservé ton billet d'avion, t'as pas des moments où le soir tu doutes un peu, ou je sais pas, le matin quand tu bois un café, tu te dis j'ai peut-être vu un peu gros là, ce projet est peut-être trop ambitieux pour moi. T'as pas ces moments de doute, de flottement qui te traversent l'esprit, ou est-ce que tu as réussi à garder le cap jusqu'à partir en fait et prendre l'avion? Alors je t'avoue que le moment où mes 2 fils, Léo et Ange, m'amènent à Blagnac, à l'hôtel, ils me posent en voiture et voilà, ils me laissent donc en face de l'aéroport à l'hôtel. Quand je les ai vus repartir tous les deux, quand on vit la situation, on s'est dit bon, mais là maintenant je pars tout seul, mais je les laisse tout seul aussi quelque part. Ouais, si t'arrive un truc en gros sur le voyage ou quoi, tu te dis. Et si tu veux, là je l'avais forcément, tu l'imagines un moment ou l'autre, mais là tu le vis, tu les vois partir. Toi tu pars de ton côté, tu te dis, oui, t'as un doute, tu te dis s'il le faut. Donc là il y a eu un moment compliqué. Ouais. Après, une fois que t'es sur place, t'es obligé de plus y penser à ça. Alors là, déjà quand t'es dans l'avion, moi personnellement je me fixe des objectifs un petit peu intermédiaires. Tu penses forcément à ce que tu viens de laisser, tu penses à l'objectif final, et pour arriver à l'objectif final, il faut se fixer des étapes. Ça permet de lutter contre la solitude notamment. Bon, mais là, je prenais l'avion, je savais que le lendemain, j'avais déjà une première chose à faire, c'était aller à l'hôtel, mais surtout, parce que Calgary, c'était de l'aéroport d'arrivée, le départ de l'itinéraire à vélo, c'était Banff, et j'avais, je crois, 150 km entre Calgary et Banff, que je savais pas trop comment faire, c'était un dimanche, il y avait tout, enfin voilà, je m'en suis sorti, mais du coup, j'avais pas trouvé, avant de venir, vraiment une réponse claire pour le voyage, jusqu'à Banff. Et petit à petit, t'avances comme ça. Alors, te dis pas que t'as pas des moments de doute. Le doute par rapport au nombre de jours à faire. Les plus gros doutes dans le parcours, ça a été quand le matériel a commencé à lâcher, 2-3 jours avant l'arrivée. Mais je faisais des étapes jusqu'à plus de 200 km par jour. Donc j'étais proche un nombre de jours, mais en distance. Et je me suis retrouvé sur la route highway, grosse circulation sur la fin, vraiment une galère, et avec des pneus qui tenaient plus. Et puis par contre, j'étais quand même dans un désert, je traversais les réserves indiennes. Voilà, donc et ça a failli capoter en fait 2-3 jours à la fin. En fait, c'est toujours pareil, la vision qu'ont les gens d'un pays qu'ils ne connaissent pas est souvent décalée avec la réalité. Pourquoi les États-Unis? Mais c'est vrai que là-bas, tu peux faire 4000 km de piste, qu'ici, en Europe, tu peux pas, tu es obligé de faire de la route. Est-ce que tu as échangé aussi avec d'autres personnes qui ont fait des voyages plus petits en fait que directement d'aller aux États-Unis et qui auraient pu t'embarquer en fait avec eux? Non, pas du tout. Je sais pas, sur des sentiers en Europe ou en France. Moi, j'ai un fonctionnement plus. Alors, j'organise, tu vois, je prépare le séjour, mais une force peut-être, c'est de m'adapter à chaque fois. Pas le feu, je me stresse pas, on va y arriver, tu vois. Et ça, il faut ça quand même dans ce style d'aventure. Il y a deux démarches, 2 esprits dans lesquels on peut partir. Il y en a un où on dit tel jour 1, je vais dormir à tel endroit. Et je sais que là, je vais trouver telle chose à manger ou tel bivouac sécurisé, avec les boîtes à ours. Par rapport à l'ours, ici je suis vraiment en pleine zone ours. Il y a ours gris et ours noir. Il laisse et food storage. Donc là, hop là, quand j'aurai fini de manger, et je fais tout ce que j'ai de repas lyophilisé, tout ça, je le mettrai là-dedans pour la nuit. Pour éviter que l'ours vienne chercher la bouffe dans la tente ou me démonte le vélo.
Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai modifié je me suis rendu compte que je n'allais pas rentrer dans les temps. Donc là, je suis parti dans un autre délire. C'est-à-dire que je me posais, en gros, un peu avant la tombée de la nuit, des fois à la tombée de la nuit, même des fois j'ai roulé pendant la nuit. Il y a des images où je dors sur un banc, là, un peu plus tard, un peu plus loin. Je peux raconter l'anecdote aussi. Après, donc le bivouac, c'est vraiment le côté qui fait rêver dans le bikepacking. C'est-à-dire que oui, on traverse un pays, on se dit, là je m'arrête, je dors dans un endroit incroyable. Là, on a pu le voir. Voilà, là par exemple, c'était un des plus beaux bivouacs que j'ai fait, et qui était interdit d'ailleurs, parce que j'ai pas pu trouver, c'était Yellowstone, je traversais Yellowstone, et Yellowstone c'est un endroit où il y a une zone très touristique, et après tout le reste c'est interdit, on peut rien faire, il y a aussi tous les hérésies, tout ça. Bon, mais là, moi, dans la zone touristique, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas réservé, je voyais personne depuis 3000 km, et là j'arrive, il y a un monde de fou. Du coup, je me suis mis en marge et j'ai fait un des plus beaux bivouacs, mais interdit, mais bon, c'était voilà, le matin, à l'aube, je suis parti. Et on sait qu'il faut récupérer. Ouais. À ce moment-là, c'est incontournable. Si on n'a pas récupéré pendant le bivouac, tout le reste devient vite compliqué. À s'alimenter, s'étirer, et quand on est dans de bonnes conditions, on se pose, on revit la journée qui vient de passer. Alors ce soir incroyable, j'arrive par cette route du fond de la vallée là. Je vois bienvenue à la Great Divide Mountain Bike Route au Rider. Je m'arrête, je m'attends à un hébergement sympathique, mais là regardez. Hop, des petites cabanes. La totale, je vous le dis après, le tipi. Voilà le cadre. Et la douche solaire extérieure, mais tout ça, voilà ma maison. Voilà. Et la totale de tout ça, c'est que la dame me dit it's free. Ok. Moi j'ai jamais vu. It's free. Donc j'ai l'électricité, je peux rentrer changer la douche. Voilà, il faut mettre la photo. Je vais vous présenter le petit air de camping, enfin d'air nature, de bivouac on va dire, qui se fait pas mal aux États-Unis. Donc là j'ai fait sécher la tente parce que j'ai pris l'averse il y a deux jours et ça n'est toujours pas séché. Donc voilà les emplacements de rêve quand même je trouve. Hop, tout ça sèche. Là, je vais manger bientôt là. Le vélo qui sert de sèche-linge aujourd'hui aussi. J'ai un peu tout refait. Dans le camping, il laisse en général un barbecue. Voilà. Moi j'ai pas de grillade, dommage. Et par contre je vais manger hop, une pâte au sucre. Donc c'est pas mal. Et peut-être un extra, un café bio. Voilà. J'aurais pu récupérer dans la maison. Temps naturel de camping. Il laisse des toilettes sèches. Il y en a partout les toilettes sèches aux USA. Et c'est super pratique, ça évite de pourrir la montagne. T'arrives quand même à avoir un peu ce minimum de confort dans le bivouac parce que quand t'as les pieds gelés et les fringues trempées et que ça s'accumule ou même à mal manger tout simplement, que t'arrives pas à t'alimenter correctement, bah, je pense que t'as vite fait d'accumuler des journées et d'arriver à baisser les bras assez vite en fait. C'est mort. Donc là, l'équipement est hyper important. Dès qu'on arrive, hop, il faut monter la tente, mettre toutes les affaires sous la tente rapidement, à l'abri. Alors des fois, je passe devant une rivière comme ça, mais c'est la journée. Voilà. Comme je n'étais pas sûr de pouvoir me laver le soir, hop, j'allais me laver dans la journée, je repédalais derrière. Voilà, ça, il faut s'adapter. Colombie-Britannique, notamment, les bivouacs, c'était compliqué parce qu'en fait, c'est tellement boisé. Des fois, je voyais des rivières Enfin, j'ai souvent des rivières à 200 mètres, mais impossible de les atteindre. En fait, si tu veux, tu pars le matin, tu commences à pédaler, et déjà, tu te dis, où c'est que je vais dormir le soir ? Ça devient tellement important, le bivouac, qu'il faut tu y penses la journée. Parce que c'est vraiment un élément... ça te tracasse, et du coup, tu te retrouves le soir, tu te dis aussi, il faut que je continue à avancer.
parce que tu as l'échéance d'arriver. Tu te dis j'avance, ben là il y a un endroit sympa, mais bon, il faut que je commence à avancer, allez, on va faire 50 bornes de plus, tu continues, et puis au bout d'un moment, mince, là c'est galère, parce que d'un coup tu as une clôture avec des troupeaux t'as 2000 vaches sur le côté, et là tu te retrouves, alors plusieurs fois, quasiment tous les jours, je me retrouvais dans des situations bizarres. Alors, je vais te raconter une des anecdotes, c'est en Colombie-Britannique, au début du parcours. Là, je me retrouve, la pluie, l'orage qui commence à arriver. Je tombe dans des endroits où il y avait des habitations, ça, bon, je pouvais pas m'arrêter là. Et puis, je vois la trace GPS qui repart dans la forêt sur une piste super raide. Et là, mais raide, impossible de poser la tente. Alors, je dis, je continue, la nuit tombe. Et là, je continue. Au bout d'un moment, ça devient plat, mais super étroit, impossible de poser la tente. Et la forêt est hyper dense. Et à un moment donné, bon, la piste s'élargit un petit peu. Moi, je dis, ben là, je suis sous la flotte. Je pose le vélo. Alors le vélo, quand on pose le vélo en bikepacking, 40 kg, c'est pas le poser, il faut le poser à un endroit où on soit sûr de le reprendre sans me forcer pendant 2 heures. Et là, je vois arriver, il faut s'imaginer quand même, hein, pleine nuit, la flotte, là je vois arriver une montagne, le mec il doit faire, je sais pas, il devait faire pour les 100 kg, 1m90, tenue de combat, un endroit où j'avais vu personne de la journée. Arbalète. Et le mec il arrive face à moi comme ça, je dis bon, mais il arrive et de suite il me fait un gros sourire, il me dit je suis désolé, est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu parce qu'on est posté pour chasser le... C'était en poste sur chasser, là où tu t'es arrêté. Pile là où je me suis arrêté. Il est sorti d'un fourré mais je l'avais à 10 mètres, je l'avais pas vu. Tu parlais tout à l'heure que tu avais mieux dormi en fait sur la première partie du voyage quand tu étais en bivouac et en tente en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ta deuxième partie du voyage? T'as fait des rencontres? T'as utilisé, je sais pas, des hôtels? Comment ça s'est passé en fait? Quelle a été la différence tout simplement? Alors, c'était moins intéressant, ça a été galère. J'ai plus de moyen de dormir vraiment sous tente. Okay. À partir du moment où je suis sorti de la Great Divide, donc j'ai décalé sur l'Utah à cause de la neige. Juste avant de décaler, j'ai quand même réussi à dormir en plein désert dans un endroit où il y avait 3 maisons, un petit village, avec mes styles Far West. Il y avait le ranch, le petit hôtel comme ça. Bon, mais là, écoutez bien. Voilà ce que je viens de trouver. Il faut dire que j'ai bien galéré ces jours-ci là. Dormi un peu à l'arrache n'importe où. Et là j'arrive dans un bled perdu, une fois de plus, où même pas d'épicerie depuis, j'ai eu une épicerie en 200 km, 2 épiceries en 200 km je pense. Pas de camping, un campground, mais là j'avais vraiment mis deux douchers. Je rencontre des gens et ils me proposent au prix d'une chambre d'hôtel vraiment pas cher. Ça. C'est-à-dire que c'est des lodges, quoi. Les lodges aux États-Unis, ça coûte une blinde. Donc voilà où je vais passer la nuit. C'est vraiment top. Ça va me changer parce que là, les 3 jours ont été compliqués. J'ai pris une tempête en plus aujourd'hui. Voilà. Bon, mais voilà. J'avais fait un point sur l'itinéraire et je savais qu'on pouvait dormir. Je cherchais un camping. Sauf qu'on était en arrière-saison et que ce genre d'endroit c'était fermé. Alors, ça n'a pas raté, j'arrive, il n'y avait personne. Et là, je vois sortir d'un motel un gars avec une barbe comme ça. Et il me dit ça va, il vient me voir, tu cherches quelque chose? Je dis ouais, mais je pensais trouver un camping. Ouais. Il me dit on ouvre demain. Parce qu'il venait de racheter en fait l'hôtel dont il venait de sortir. Là, ça a été une belle rencontre. Il me dit ouais, mais regarde, j'ai des cabines à côté. Sa femme m'amène voir les cabines et je lui dis quand même, je cherchais une douche. Comme on achète demain, il n'y a pas l'eau encore, tout ça. Elle me dit mais attends, elle repart. Et elle va voir donc son mari qui était Tim. Il dit est-ce que ça te va? Il me fait visiter alors le vieil hôtel type vraiment mais Far West. Okay. Je te le prête. On n'est pas là, nous, la nuit. Il me dit, mais je te laisse. Enfin, il m'a loué une chambre, mais pour rien. Ouais. Et j'avais l'hôtel pour moi tout seul toute la nuit. Un hôtel pour moi tout seul. Et voilà. Ça change de la quinzaine. De la douzaine de jours passés. Pour finir, ce gars-là, avant de rentrer à l'hôtel, je discute un petit peu avec lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi, je fais de la musique. Il se met à chanter devant moi, là. Enfin, à mimer. Il n'a pas de guitare, mais il se met à mimer. Et en fait, en discutant, Tim Montana, c'est un chanteur
country rock de là-bas qui est connu. Donc sur le matériel, par rapport à l'expérience que j'ai eue avant, notamment sur le Colorado Trail, où je savais que c'était très technique, là j'étais parti sur un tout suspendu. Là sur ce type de parcours, beaucoup moins de single track technique, beaucoup de roulants. Donc pour moi à ce moment-là, quand j'ai préparé le parcours, tout en se rappelant que j'avais sous-estimé un petit peu la difficulté technique, je suis parti sur un vélo super performant sur piste avec mon cadre carbone, jantes carbone qui sont vraiment indestructibles et que ces roues, ça, quel que soit le vélo, je les garderai. Centre route avec prolongateur, ça c'est tournable sur la longue distance. Alors, souvent prolongateur, on pense à aérodynamisme. Ouais. Alors c'est vrai que quand on prend du vent et sur des parties très roulantes, pour la même énergie dépensée, on va plus vite. C'est pas forcément la bulle d'aller plus vite, et c'est qu'en fait, à la même vitesse, on va moins forcer. Et c'est flagrant. Ouais, tu fais une économie en fait d'effort. Une économie parce que d'effort. ta position sur le vélo est complètement différente en fait. Avec ça, ouais. Ok. Le prolongateur, c'est vraiment une pièce importante par rapport à ça. Par rapport aussi que ça offre une position différente, c'est-à-dire que tu vas t'allonger un petit peu plus, et quand tu es 10 heures sur le vélo, hyper important aussi. Prolongateur important. Également pour poser du matériel dessus. C'est-à-dire que là, moi, sur le prolongateur, j'avais le téléphone, GPS, la tente qui était fixée aussi dessous, je fixais pas mal de choses. Et j'avais aussi une autre sacoche derrière la tente, qu'on voit un petit peu, qui était fixée au prolongateur. Sur ce type de vélo qui est bien sloping, le tube supérieur qui est bien penché là-bas, ça peut être un souci pour mettre des sacoches. J'étais un peu plus limité en surface de sacoche. Également, les inserts, il n'y en a pas. Donc on a bricolé un système d'inserts pour mettre les grosses sacoches devant. Ce type de vélo, vendu gravel, ça se rapproche plus d'un cyclocross, quelque part, avec un angle de chasse un peu plus couché encore. Donc on s'oriente vers du gravel. Prochain voyage, je vais partir plus sur un cadre, peut-être carbone, mais surtout qui permettent de mettre des inserts pour mettre des attaches solides au niveau des sacoches. Un haut-banc plus large pour mettre des pneus un peu plus larges, parce que vu qu'il n'y a pas de suspension, la seule suspension ça va être les pneus. Ça limite le risque de casse aussi d'avoir des pneus un peu plus gros, des jantes un peu plus larges. Mais en fait, l'idée du gravel, ce qui me plaît moi, c'est qu'il faut un vélo simple. Les gaines extérieures aussi. Là, il y a toutes les gaines à l'intérieur. Et tous les vélos gravel actuellement, carbone, là, toutes les marques c'est pareil, ils ont les gaines à l'intérieur. Ça, c'est bon. Et il y a des marques américaines, des marques de niche, qui font des cadres acier titane avec les passages de gaines à l'extérieur. Ça veut dire que les mecs se sont retrouvés dans la galère à un moment donné. Tu vois, ils ont réfléchi au truc. Vélo de bikepacking, il faut que ce soit simple. C'est vrai que dans le vélo en général, on rentre un peu dans la course à l'armement. Il faut simplifier au maximum pour avoir un vélo fiable et être capable de le réparer, alors qu'il n'y a aucun magasin de vélo sur les 4000 km. Ouais, et vu qu'on parle de ça, t'avais prévu quoi comme pièces de rechange, outillage en fait, pour subvenir un peu à l'entretien de ton vélo tout au long du parcours? Au-dessus du boîtier de pédalier, là j'avais tous les... Ouais, j'avais maillon rapide, j'avais tout mis au niveau transmission, j'avais tout mis neuf. Voilà, pour tenir, pas être embêté. J'ai strictement quasi rien eu sur la partie mécanique du vélo. C'est-à-dire que j'ai pas eu de crevaison aussi. J'ai pas eu de casse de rayon, de casse de chaîne, rien. Voilà. Et techniquement, j'ai fait le plus dur. Mais bon. Toujours vérifier. Voilà, je revois l'indexation. Là, j'ai une indexation qui déconne un petit peu. Je fais du gros nettoyage. Je vais vérifier les plaquettes que je n'ai pas changées encore. Par contre, pour ce qui est du coup de la nourriture, de l'eau, du bivouac et tout, pour ton autonomie, on va dire, en alimentation et tout ça, comment tu as réussi à optimiser un peu sur ton voyage? Parce que je suppose que tu n'emmènes pas les 30 jours de nourriture sur ton bike, donc comment tu as réussi tout simplement à subvenir à tes besoins là-bas une fois sur place en fait? Là, au début du parcours, par exemple, ici, ouais. Là, j'avais 10 jours de repas en lyophilisé. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que pendant 10 jours, j'ai mangé que ça, mais je savais que j'avais 10 jours d'autonomie. Donc, j'ai essayé de le faire durer le plus longtemps. C'est-à-dire que quand je faisais
Quand j'arrivais à trouver à manger, Ouais. j'économisais sur ces repas lyophilisés. Ouais. Parce qu'après, j'ai plus trouvé de repas lyophilisés à une fois à un moment donné. C'est le top, c'est-à-dire que bon, déjà c'est bon et que les calories sont calculées, place, c'est léger. Vous remplissez avec de l'eau, on mange vraiment bien. Mais malheureusement, après, on ne trouve pas ça. Hein. Parce que les repas sur place, il n'y avait rien. Hein. Donc des fois, j'étais obligé de faire un détour, aller chercher des routes, station essence, et je mangeais ce que je trouvais. C'était des barres protéinées, des fois, qui avaient où c'était caché, des trucs. Voilà. J'étais vraiment dans l'Amérique profonde, donc les courses. Et moi, j'ai une question qui me trotte un peu dans la tête, c'est est-ce que tu t'es pas posé la question toi-même d'ailleurs de te dire si j'avais fait ce voyage-là en étant plus jeune avant, j'aurais été plus vaillant, peut-être plus quand t'as la fougue de la jeunesse, des fois t'es un peu plus vaillant, que je veux dire. Enfin, je sais pas, tu vois, l'âge n'est peut-être pas une contrainte ou justement, est-ce que c'est une valeur en fait pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire à ce moment-là de ta vie tout simplement? Je pense qu'au contraire, ce que j'ai fait là, j'aurais pas forcément été capable de le faire il y a 15 ans, en tenant compte du fait que forcément, physiquement, je m'entretiens. Par contre, la force que j'ai maintenant et que j'avais pas il y a 15 ans, c'est tenir, c'est l'expérience qui fait, tout simplement les 15 dernières années, j'ai fait des choses qui m'ont permis d'arriver à faire ça. J'ai fait des erreurs à des moments, j'ai profité de ces erreurs pour progresser dans ce genre d'aventure. Et je pense que j'aurais pas géré les moments de doute, de stress qu'il peut y avoir qu'il y a eu à certains moments. Je les aurais pas gérés de la même façon. Moi, ce que j'entends souvent dans mon métier, c'est des gens qui te disent ouais, j'ai 40 ans, c'est cuit, je peux plus faire telle chose. Ça me parlait même d'un voyage comme ça. Et là, j'ai envie de leur dire toujours possible. À partir du moment où on s'entretient, au contraire, quoi. Ben là, je longe la frontière et je viens de voir une scène qu'on voit régulièrement à la télé, mais là, ça se passait devant moi. Un jeune qui vient de traverser, alors je sais pas comment il a réussi, de la grille à passer, parce que je l'ai vu juste qu'il déboulait en courant à moitié couché, en courant en position basse, il a sauté à gauche, il s'est planqué derrière une clôture. Et là, il y a la police qui était postée juste avant. En fait, je venais de voir qui a débarqué. Ouais, c'est vraiment tendu la zone. Le Mexique à ma droite, là, des montagnes qui sont magnifiques d'ailleurs. Et là, je suis donc au Texas. J'arrive. Je pense dans 2-3 km. Même pas. Je vais aller vraiment la frontière et la ville mexicaine. Donc tout ça, ça met une ambiance particulière. Tu te dis, bon, toi, tu es dans ton délire de traverser les États-Unis à vélo. Ouais. Oui, c'est top ce que j'ai fait, mais voilà, il faut, à côté, il y a ça, et quand même, tu te dis, bon, je me suis baladé dans la ville, là. Je vais finir. Goodbye. Thank you. You're welcome. Yes. Sorry. Voilà, comment je finis l'aventure. C'est fun en même temps. On va passer là. Allez, hop. Il y a le tramway, il y a les piétons. Hop là.
si t'as des cas, la police. Bon, je suis pas encore au Mexique, hein. Je suis pas du tout mexicain, mais vu l'ambiance, je pense que ça va être sensiblement pareil de l'autre côté. Et là... Et moi, j'aimerais que tu me parles un peu de ce moment de, je pense, de libération quand tu arrives quasiment à la fin de ton parcours. Savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tu arrives au bout en te disant je suis dans les temps, tout s'est bien passé, Enfin, tu dois te dire je suis pas sauvé, mais j'ai réalisé mon... Qu'est-ce qui se passe quoi dans ta tête? L'arrivée, l'objectif, penser, en fait, au moment où je suis parti, au bout de 400-500 km, et j'ai réalisé là-bas. Je m'imaginais sur la carte, tu vois, le petit point en train d'avancer. Tous les jours, quand je pensais à l'arrivée, en fait, j'avais des bouffées d'émotions, tu sais. Je pédalais, tu sais, je sentais des montées d'adrénaline pensant à l'arrivée. Donc je me suis dit, le jour où tu vas arriver, tu vas craquer, quoi. Et voilà. La frontière, c'est fini. Incroyable. Fin de l'aventure. Border Cross. Ah, le pont là-haut. Drapeau américain, drapeau mexicain. Terminé la traversée. J'ai toute émotion, elle était surtout avant en fait, avant d'arriver là. Mais il y a une vingtaine de kilomètres. Là, je suis surtout étonné par l'ambiance. Enfin, étonné. Je m'attendais à voir ça, mais j'ai bien aimé passer le pont. Une telle aventure dans les montagnes rocheuses laisse forcément des traces. Toutes ces heures de solitude dans l'effort, à traverser un immense désert de montagnes, de forêts, de plaines arides, resteront gravées au plus profond de moi. L'inconfort, l'extrême, oblige le corps, le mental à s'adapter. J'adore ces situations de survie. On efface tous les détails qui encombrent l'esprit. Seul reste l'essentiel, manger, boire et dormir à l'abri. Dans ces moments-là, les très rares rencontres prennent une importance fondamentale. Je profite de chaque seconde avec la personne croisée qui travaille, qui vit dans cet immense désert. Je ne sens jamais d'animosité, bien au contraire. Un mélange d'admiration, de curiosité envers le Français qui traverse leur immense pays à vélo. J'adore boire un café le matin dans les stations essence ou épiceries perdues. À chaque fois, les gens viennent spontanément discuter avec moi. Un fermier me double avec son pick-up. Je traverse plus de 200 km sans point d'eau dans la canicule. Il ouvre la fenêtre, toujours en roulant, et me dit « Do you want cold drink ?»« Ok. » On s'arrête et il me sort de l'eau fraîche dans son frigo. J'aime cette Amérique. Ces Américains-là.
très bientôt. La traversée de mon Amérique à moi n'est pas finie. Je commence à avoir l'habitude de faire l'acteur. Ça fait du bien vraiment. Ça a été compliqué aujourd'hui, encore. Pour la circulation, il y a du monde à... Même en week-end, je pensais que ce serait calme, mais il y a du monde sur la route pour arriver à Moab. 1 an de tournage. 1 an, tous les jours, 1 an de tournage. Magnifique. On finit quand même sur une belle touche, hein, parce que le matin ici, là, c'est pas mal. Alors vous me dites, mais mes enfants, Léo Ange, à quoi on ressemble? Pas trop père. Et ça va le look? Yeah.